bienvenue pour ce webinaire concernant la prévention et la maîtrise des risques. Pour votre information, ce webinaire va être enregistré, il sera ensuite disponible sur le site de l'AINF, ouvert aux adhérents de l'AINF en replay. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour plus de facilité, si vous pouvez ne pas activer vos caméras ou vos micros et uniquement le faire si vous avez une question à un moment donné, je pense que ce sera plus fluide pour tout le monde. On démarre. Déjà un petit rappel pour tous ceux qui ne connaîtraient pas l'AINF. Alors, hop. Pardon, hop. Voilà. Non, ça ne veut pas. Voilà. Donc l'AINF, c'est une association reconnue d'utilité publique depuis un petit peu plus de 125 ans maintenant et qui a deux objectifs. Le premier, c'est de prévenir les risques professionnels et le deuxième, de promouvoir la sécurité, la santé et la qualité de vie au travail. Ça veut dire aujourd'hui, mais également tous les mois, on organise des webinaires ouverts à tous. Le prochain, ce sera le mardi 20 avril. Les invitations vont être lancées, je pense, cette semaine et qui concernera le management de la sécurité. Pour nos adhérents, il y a quelques services complémentaires, que ce soit les replays, une veille réglementaire, des formations, un accompagnement en santé, sécurité au travail et puis des outils également prêts à l'emploi que les adhérents peuvent utiliser et personnaliser. Aujourd'hui, pourquoi ce webinaire? Le sujet des risques est quelque chose de très important. Il est en premier lieu, un petit rappel. Le métier de la sécurité est basé sur les principes généraux de la prévention qui est défini dans la loi. Donc, il faut commencer par un petit côté réglementaire. Ces principes généraux, ils sont au nombre de 9. Le premier, c'est d'éviter les risques. Deuxième, c'est d'évaluer les risques, le sujet d'aujourd'hui qui peuvent être évités. De combattre les risques à la source, d'adapter le travail à l'homme, de tenir compte de l'état de l'évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et enfin de donner des instructions appropriées aux travailleurs. On voit très clairement que les risques sont au cœur de ce métier et le plus difficile est souvent de les évaluer et c'est le but de ce thème et je vous remercie tous d'être présents car il y a eu un grand succès à cette invitation. Deuxième petit rappel après avoir donné le contexte réglementaire, le vocabulaire. Le risque, en fait, il ne faut pas le confondre avec le danger. Le danger est intrinsèque aux produits, aux équipements, aux procédés. Le danger, ça peut être une machine. Le danger, ça peut être une toiture. Le danger, c'est voilà, il est omniprésent, il est tout autour de nous. Et de l'autre côté, il n'y aura risque que si l'on expose une cible, c'est-à-dire un salarié, c'est-à-dire une population qui nous entoure. Donc cette cible, on va l'exposer à un danger. Et ce risque, le risque étant l'exposition d'une cible à un danger, on va le caractériser par une probabilité qu'on va chercher à réduire au maximum et par une gravité, c'est-à-dire l'accident et les séquelles qui vont en résulter. Donc ce risque, on va chercher à le réduire, à limiter l'exposition. Si on parle justement d'une machine, on va chercher à la caréner dans un premier temps pour que l'exposition aux salariés, à l'opérateur soit la moins évidente possible. Mais il restera toujours une exposition résiduelle du service maintenance quand il faut intervenir sur la machine à l'arrêt ou n'importe qui sur du nettoyage dans les opérations annexes. Donc on voit bien que le risque est une conséquence du danger et d'une exposition à ce danger. Quel type de risque? Il y a de très nombreux risques. Les risques humains, bien évidemment. On s'intéresse ici à la santé, la sécurité des collaborateurs. Donc le risque humain, que ce soit le risque de blessure, d'accident de travail, d'arrêt de travail, de maladie professionnelle,
Le cas ultime, bien sûr, étant le décès de la personne. Bien sûr, ce risque reste au centre, mais il n'est pas le seul. On va retrouver également des risques pour le client. Lorsqu'on va s'adresser à des problèmes sanitaires ou biologiques, où on va envoyer des produits dangereux en clientèle, ou un produit même mécanique, hein. On peut très bien avoir un produit qui soit dangereux pour le client. On va avoir bien sûr des risques financiers. En cas de départ d'incendie, on va être confronté à des risques financiers très importants. On peut avoir des risques sociaux, que ce soit des conflits, que ce soit le droit de retrait des salariés qui estimeront que le risque est trop important par rapport au danger auquel il est confronté. Des risques juridiques, le dirigeant, le responsable en charge de la sécurité ont une responsabilité en cas d'accident et leur propre responsabilité pourra être recherchée. Je fais une petite parenthèse à ce sujet. On a une formation pour nos adhérents dans un mois maintenant sur ce thème-là, sur les risques juridiques. Il reste encore quelques places si des personnes sont intéressées, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Dans les risques, on va avoir également des risques de certification. Alors, je ne parle pas de certification de management sécurité, je parle plus de certification, que ce soit pour la production de produits type ATEX pour atmosphère explosive, des certifications pour les produits alimentaires également. Donc, le risque d'accident peut avoir un impact direct sur la certification. Et puis, bien sûr, le risque matériel en cas d'incendie, on va détruire l'outil de travail. Et en plus de risques financiers, on aura également d'importants risques matériels. Alors la liste n'est absolument pas exhaustive. C'est juste pour réfléchir un petit peu à tous les risques auxquels on peut être confronté et sur lesquels on va devoir les évaluer. Ces risques peuvent être à court terme, à moyen terme ou à long terme. Chacun et toutes les personnes aujourd'hui présentes ont leurs propres risques et également leurs propres critères d'évaluation. Il ne s'agit pas de dire il y a des risques acceptables pour les uns ou pas acceptables pour les autres. C'est vraiment question de culture d'entreprise, de niveau de risque acceptable par la suite. Voilà, dans tous les cas, le risque zéro n'existe pas et donc il va falloir les analyser. Excusez-moi. Alors, hop. Voilà. Un autre outil qui peut nous servir à faire l'évaluation du risque, c'est de partir des classes de risque. Il en existe aujourd'hui 25, 24, 25 qui sont représentés ici schématiquement. Les risques principaux étant les chutes de plein pied, les chutes de hauteur. On va retrouver l'activité physique, les manutentions mécaniques de charge, les manutentions mécaniques de personnes, les chutes d'objets, les machines et outils, les ambiances sonores, les agents chimiques, les incendies, les explosions, le risque électrique, l'ambiance lumineuse, le travail sur écran, l'ambiance climatique, l'hygiène, la coactivité, la circulation, les déplacements, le risque routier, les risques psychosociaux, bien sûr, les risques d'organisation de la sécurité, de l'organisation du travail, la qualité de l'air, les risques biologiques avec les vaccins, et puis tous les autres risques qui vont être très spécifiques, comme les risques de radiation, les risques de noyade, etc., etc. Donc ça va permettre d'ouvrir un petit peu. On va voir par la suite quelques outils d'évaluation des risques. Et ces outils-là, en fait, vont nous permettre de réfléchir à quelles sont ces classes auxquelles on est confronté dans sa propre entreprise. Une dernière donnée d'entrée avant de démarrer sur ces outils, ça va être les chiffres. Alors là, je n'ai pas encore les chiffres de l'année 2020, mais l'assurance maladie donne tous les ans au travers de ce qu'ils appellent l'essentiel, qui est donc une petite brochure qui donne les chiffres principaux, qui nous donne donc là ici j'ai représenté les deux grandes données. En haut à droite, vous avez tout d'abord les accidents du travail. Où en fait on s'aperçoit que 50% des accidents du travail en 2019 sont liés à de la manutention manuelle et près de 30% à des chutes de hauteur ou des chutes de plain-pied. Donc on se retrouve avec près de 80%
uniquement sur deux classes de risques représentent 80% des accidents du travail déclarés en 2019. Alors, c'est absolument pas pour dire que ce sont les accidents les plus graves, même s'ils peuvent avoir des conséquences très graves, mais juste pour dire que les accidents spécifiques aux entreprises ne sont pas les seuls et on va retrouver des accidents justement peut-être un petit peu moins techniques, peut-être un petit peu moins spécifiques à l'entreprise, mais que l'on va retrouver universellement et qui vont représenter une quantité très importante d'accidents et auxquels il faudra porter une attention toute particulière pour ne pas les oublier. À vouloir faire des risques trop spécifiques à son métier, on oublie les risques évidents qui sont déjà de limiter tout ce qui est manutention et d'éviter tout ce qui est la chute de plein pied, pardon. Cette chute étant évitable par du rangement, par une organisation des postes de travail, donc des actions plus simples peut-être que des risques plus techniques. En bas à gauche, je vous ai mis les maladies professionnelles reconnues en 2019. Et là, de la même manière, on s'aperçoit que si on fait abstraction de l'amiante, qui est une cause historique et qui découle des erreurs des années passées, on se retrouve avec 90% des pathologies reconnues maladies professionnelles liées au TMS. Donc, c'est véritablement une thématique très importante à prendre en compte quand on fait une évaluation des risques. C'est à toujours penser aux troubles musculo-squelettiques. Alors, on va parler au travers des troubles musculo-squelettiques de tout ce qui est problème de poignet, problème de coude, problème d'épaule, problème de dos, problème de genou également. Donc, c'est véritablement des points sur lesquels il faudra porter l'attention en plus de tous les risques spécifiques. La norme IEC 31010 qui a été revue en 2019, qui donne les techniques d'appréciation du risque, hein, sur lequel je vais avoir de nombreux liens sur cette présentation, bien évidemment, nous donne 3 étapes à respecter pour faire cette appréciation du risque. La première étape étant d'identifier les risques. C'est pour ça que je vous ai listé un petit peu les thèmes sur lesquels on pouvait avoir des risques, parce que c'est la partie très importante, c'est la première étape d'identification des risques. On va avoir une deuxième étape qui sera respectée, qui est une étape d'analyse du risque. Donc, on va récupérer les informations de l'ensemble des collaborateurs et des experts concernant la vraisemblance, concernant les indicateurs, concernant les seuils de détection, les moyens de maîtrise existants, l'efficacité de ces moyens, les effets collatéraux également, bien sûr, qui peuvent être très importants. Et puis, dans un troisième temps, faire une évaluation du risque avec la pertinence, les conséquences et bien sûr la priorisation, puisque les étapes ensuite, hein, une fois qu'on aura apprécié ce risque, ça va être l'enregistrement et la mise en œuvre des plans d'action. Mais pour en arriver là, il faudra bien sûr avoir déjà priorisé les risques à prendre en compte. Ces 3 étapes ne font pas forcément appel aux mêmes personnes, notamment la phase d'évaluation du risque qui pourra être fait par un comité de direction pour prendre en compte la priorisation, tandis que l'identification des risques et l'analyse du risque va plutôt être fait par les collaborateurs et les experts techniques concernés sur le terrain, bien sûr. Je vais vous laisser la main maintenant un petit peu pour mieux vous connaître et mieux savoir quels sont les outils que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous connecter sur Booklab. Donc, vous avez 2 solutions. Soit vous scannez le QR code qui est à l'écran, soit vous allez sur www.booklab.com @infrisque avec un Q1 et vous aurez donc la possibilité de me faire part des outils et des techniques que vous utilisez aujourd'hui couramment dans votre environnement pour évaluer ces risques. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont connectés. Voilà, je vous attends
On va voir arriver au fur et à mesure les questions, les outils que vous utilisez, si tout fonctionne bien, si la technique marche bien. Voilà, maîtrise des risques. Je vois que ça commence à apparaître, c'est une très bonne chose. Voilà. N'hésitez pas, hein, le but c'est véritablement de faire du brainstorming. Quels sont les outils que vous utilisez aujourd'hui pour évaluer vos risques? Quelles sont les méthodes que vous utilisez? Voilà, les enquêtes, tout à fait. Le DUER, je vois apparaître, bien sûr, document unique. Les AMD, AMDEC, on les verra également. Le document unique revient en tête, bien sûr. Alors, ça continue à arriver. Je vois passer pardon, je l'avais vu, le PDCA, oui, bien sûr. Alors, le PDCA, on va surtout le mettre en œuvre sur le plan d'action, sur le déroulé une fois qu'on aura défini la chose, mais je suis d'accord. Les 5 pourquoi, oui, on va les voir. Le CIPOC, oui, pourquoi pas. C'est pas un des outils qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, PDCA, document unique, les inspections communes, très, très bon outil de visite également, oui, tout à fait, je confirme. Un logigramme, la méthode Kiné, alors là, je ne la connais pas, mais c'est pas grave, ça va me permettre à moi-même de reprendre quelques éléments complémentaires. Je vois apparaître l'Ishikawa, on va le voir également, les indicateurs sécurité, oui, bien sûr. Tout à fait, ça c'est très important. Le 8D, oui, tout à fait, ça fait partie des méthodes d'analyse suite à un accident. Dessus, l'arbre de cause, de la même manière, sur après un accident du travail, revenir sur des accidents qui ont eu lieu. Voilà, beaucoup de mots, les ateliers également, donc des ateliers de travail, c'est très important cette partie collective de pouvoir le faire en lien avec un nombre de personnes assez important, totalement d'accord avec cette idée-là. Ça fait partie des choses de fond dans la prévention. Voilà, je vois que ça n'arrive plus trop. Voilà, donc si on fait un petit résumé dessus, bien sûr, le document qui arrive en premier, ça va être le document unique hein, auquel vous avez pris, comment fait part le plus fréquemment comme outil utilisé pour l'analyse des risques. Mais je vois après beaucoup d'outils de l'amélioration continue, que ce soit 5 pourquoi, l'Ishikawa, le 8D, le PDCA, le DMAIC, l'AMDEC. Donc tout ça, c'est vraiment des outils d'amélioration continue. Et puis peut-être quelques petites choses un peu plus spécifiques à la sécurité, la maîtrise des risques, les audits, là, c'est très général, les plans de prévention. Voilà, donc très intéressant. Je ne vais pas revenir sur tous ces outils-là parce que je vois que vous les connaissez. Il y en a quelques-uns que je vais quand même revenir dessus pour les détailler. Tout le monde ne les connaissant pas forcément. D'autres, je ne vais pas du tout les reprendre, même si ça ne veut absolument pas dire que la méthode n'est pas correcte. Hein. Je vois les fiches de données sécurité qui apparaissent également, le cinquième qu'on verra également. Hein, donc, très intéressant dessus, beaucoup de choses très différentes. Voilà. Alors, vu vos... Pardon, je reprends également la caméra. Bonjour, soyez là. Je fais au passage. Alors, vu vos retours, bien évidemment, et comme vous l'avez imaginé, le document unique, c'est l'outil premier de tous les responsables sécurité pour faire l'évaluation des risques. Vous l'avez cité en premier, je vais le citer également en premier parce qu'on ne peut pas faire
une session sur l'appréciation du risque, sans parler du document unique. C'est un outil qui est absolument obligatoire à partir du premier salarié. Dès qu'il y a un seul salarié, le document unique est une obligation. Ce document doit lister les risques professionnels encourus par les travailleurs et les actions de prévention et de protection qui en découlent. Alors là, je vous en ai mis un exemple. Il faut savoir que le document unique, en fait, n'a pas de format propre. Il est couramment utilisé tel que je vous le présente là, mais n'importe quelle autre méthode qui rassemblerait l'ensemble des risques serait suffisant au regard de la législation. Alors cet outil il permet de répondre aux trois étapes que j'avais décrites comment sur le processus d'évaluation et d'appréciation du risque. Donc il permet d'identifier, d'analyser et d'évaluer. C'est un outil très complet qui peut par contre être assez laborieux si vous l'avez déjà mis en œuvre dans vos entreprises, assez laborieux, assez compliqué à faire partager par l'ensemble des personnes qui vont être concernées. On va essayer de rassembler autour de la rédaction de ce document un maximum de gens, mais qui vont pas forcément trouver cet outil très pratique à utiliser, très lisible, très plaisant non plus à lire. Donc c'est pour ça que je vais vous en présenter d'autres qui pourront bien sûr ensuite alimenter ce document unique. Juste, si je devais faire la critique, là j'ai repris un document et je ne vais pas l'expliquer plus que ça puisque visiblement vous le connaissez tous. Donc il liste les risques, les facteurs, on fait une petite évaluation, les moyens de prévention existants et puis le plan d'action également. Ce qui peut être utile, ça va être de rajouter complètement à droite, c'est justement l'évaluation cible que l'on veut faire après la mise en place de nouveaux moyens de prévention. Donc, de faire une évaluation avant l'état et une évaluation après la réalisation du plan d'action. Donc ça, c'est le premier, le plus connu de tous, bien évidemment. Ce que vous n'avez pas dit, et pourtant il est derrière tout ce que vous dites, c'est que tout ça, c'est basé principalement sur le concept de brainstorming, qui va donc permettre, au cours d'une réunion de groupe de collaborateurs, de produire un maximum d'idées nouvelles sur un thème donné. Alors, le brainstorming s'applique à tous les domaines, mais peut bien sûr s'appliquer au domaine de la SST. Quelques étapes également dedans, c'est c'est une étape de présentation du sujet sur quoi on va parler, une étape pour générer les idées, donc essayer d'animer le plus possible pour avoir le maximum d'idées. On va voir peut-être faire des allers-retours entre des idées individuelles, donc d'écrire sur des post-it et ensuite de le présenter à l'ensemble pour faire rebondir les gens, mais pas directement aller présenter l'idée à l'ensemble de la communauté. Et puis un troisième temps qui va être toujours avec le même groupe de trier, de regrouper et d'éliminer les idées. Surtout ne pas le faire dans le désordre, autrement on finit par par brider la créativité des gens. Si on commence par éliminer les idées, c'est très mauvais dans l'idée d'un brainstorming. Donc bien faire les choses en trois étapes. Une première présentation, on a le maximum d'idées et seulement après on essaye de les mettre en forme. Cet outil ne s'applique que optimalement pour 8 à 10 personnes. L'idée, c'est d'avoir le maximum de parties prenantes, donc les gens, les opérateurs, les gens de la maintenance, les gens qui vont encadrer les équipes, des gens qui vont être spécialistes de la sécurité, peut-être la direction qui va ensuite devoir financer. Tout va dépendre un petit peu de la culture de votre entreprise et du temps que vous souhaiterez bien sûr y consacrer en somme de toutes les personnes. Bien évidemment, il faut beaucoup de bienveillance et d'écoute. Il faut laisser l'expression à tous. Autrement, certains pourraient monopoliser. Une autre astuce, c'est vraiment d'être sur place, donc être le plus proche possible du risque à évaluer ou de la zone dangereuse à évaluer. Et si ça n'est pas possible, de le faire avec des images, des plans, pour que les gens soient le plus concret possible et puissent se projeter dans le réel.
Alors bien sûr, aujourd'hui, avec tout ce qui est travail à distance, hein, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre le brainstorming électronique, ce que vous avez fait juste auparavant. Il y a des outils qui existent qui sont absolument très bien formatés pour justement permettre ces échanges, même si tout le monde n'est pas présent physiquement dans une même pièce. Donc c'est important de le souligner. Deux petites limites tout de même à ce brainstorming. Statistiquement, un groupe génère moins d'idées que ses membres. On pourrait penser l'inverse. En fait, le groupe peut rapidement s'engouffrer dans une ou deux très bonnes idées et complètement oublier de défricher tout le reste qu'il aurait pu y avoir dans la tête des uns et des autres. Donc, c'est une technique qui est rarement exhaustive, il faut s'en méfier. Et c'est pour ça que je disais au départ, peut-être pour générer les idées, mixer une approche individuelle et une approche collective, d'abord un temps de réflexion individuelle et ensuite on le partage avec l'ensemble des gens pour justement éviter de se retrouver dans un tunnel d'idées où toutes les idées restent collées les unes aux autres et où il n'y a absolument pas de diversité dans ces idées. Alors ça, c'était le premier outil et je pense que même si vous ne l'avez pas écrit, vous le connaissez tous. Le deuxième, et je l'ai vu apparaître tout à l'heure, ça va être tout ce qui est enquête, entretien. Donc enquête, ça va être plutôt fait par un questionnaire écrit. Entretien, ça va être un tête-à-tête. On va avoir soit du structuré, soit du semi-structuré, donc avec des questions plus ou moins ouvertes, mais qui vont permettre justement, contrairement au brainstorming, de prendre le temps en tête-à-tête ou devant son questionnaire qui va permettre de réfléchir par soi-même, ce qui permettra dans un deuxième temps de le soumettre au collectif. Et puis, un deuxième avantage très important par rapport au brainstorming, c'est l'anonymat des avis, c'est-à-dire que quand vous allez parler des risques, il peut y avoir des sujets sensibles, des sujets qui font référence à des personnes, qui font référence à des décisions que certains auraient pu prendre. Et donc, l'avantage de ces enquêtes ou de ces entretiens, ça va être de pouvoir recueillir d'une manière totalement neutre, si bien sûr vous avez la confiance des gens avec qui vous échangez. Bien sûr que cette confiance est indispensable, mais sous couvert de cet anonymat, ça va permettre ensuite de pouvoir tout de même traiter les problèmes dans un collectif en essayant d'amener les points, mais d'une manière moins conflictuelle, ce qui est toujours déplorable pour un brainstorming. Alors bien sûr, le gros souci de ces méthodes-là, ça va être le temps à y consacrer, puisqu'il faut le temps de préparer les questionnaires et il faut le temps ensuite d'aller passer les entretiens avec chacun ou le temps de dépouiller les enquêtes. Donc c'est extrêmement chronophage, donc c'est à faire, mais c'est à faire en complément et c'est à faire sur quelques personnes, je pense, et non pas sur la totalité. Bon, et puis bien sûr, il n'y a pas cette stimulation de groupe qui fait qu'on a plaisir à se retrouver, à travailler sur un sujet. Donc c'est pour moi un mixte entre le brainstorming et ces entretiens. C'est un mixte. Alors ça permet, hein, je suis pas revenu dessus tout à l'heure, ça permet d'identifier d'un côté et puis également d'évaluer les risques, d'avoir des idées sur l'évaluation. Ça permet rarement d'analyser d'une manière exact les choses, donc on va le retenir. En tout cas, la norme nous invite uniquement à le retenir pour identifier et évaluer les risques. L'outil suivant que je vous propose de regarder un petit peu, ça va être l'AMDEC, FMEA en anglais. Hein, si jamais vous travaillez à l'international, ça va être une méthode qui est extrêmement similaire. Très honnêtement, cette méthode-là, on croirait voir un document unique tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure. On va avoir le risque donc qui correspond au mode, on va avoir le danger qui est donc la cause ici, des moyens de détection, comment est-ce qu'on détecte, comment est-ce qu'on protège, ensuite la gravité, la fréquence et la détection. Voilà. Donc on va mettre. Je vois que quelqu'un nous quitte. Je vois que. Pardon. On va avoir une évaluation donc sous forme de chiffres sur chacun de ces indicateurs
un indice de risque et puis un plan d'action derrière pour améliorer avec un indice de risque objectif derrière, hein, ce que je proposais tout à l'heure pour le document unique. En fait, on l'a dans une AMDEC classique. Alors, l'avantage de pouvoir se référer à l'AMDEC, c'est que certains dans les entreprises pratiquent des AMDEC depuis très longtemps et donc de pouvoir expliquer qu'entre un document unique et une AMDEC, on n'est pas très éloigné. Ça permet à beaucoup de personnes de se retrouver dans la méthodologie. Voilà, on ne va pas y rester trop longtemps. Je pense qu'elle est bien connue et vous l'avez tout à l'heure écrit lors du petit brainstorming. Méthode suivante qui n'a rien à voir du tout. Donc, ça va être la méthode ASOP, qui est donc l'analyse des risques et de sécurité de fonctionnement. C'est une méthode qui a été historiquement développée dans l'industrie chimique, qui ensuite s'est répandue dans toutes les industries type pharmaceutique et pétrolière. Globalement, ça sert pour la sécurité des installations qui ont dont la sécurité dépend des conditions opératoires, du maintien en pression, du maintien d'une température, du maintien de conditions de débit, des conditions de je ne sais quoi. Et où il va falloir vérifier la dérive des paramètres. Et donc, on va se poser la question à chaque fois, et s'il y en avait plus et s'il y en avait moins. Donc, on a un système, on a une ligne de production, on a une unité chimique, et on va, pour chacun des mots-clés, donc je vous ai mis le petit tableau à gauche, en fait, on va avoir les différents paramètres ici en rouge, débit, pression, température, niveau, à vous de voir par rapport à vos propres process. Et puis de l'autre côté, on va se poser des mots-clés, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va se demander et s'il y en avait plus et s'il y en avait moins. Donc là, ici, on a différents mots-clés, ne pas de, plus, haut, plus long, moins, bas, court. Voilà. Et à chaque fois, on va essayer de compléter le tableau en dessous en disant si le débit, j'en ai pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc à chaque fois, on va avoir cette petite matrice au départ de mots-clés et de paramètres. Et puis derrière, on va passer sur un tableau en ligne, en fait, où on va retrouver les conséquences, les moyens de détection et les moyens de prévention existants. Donc, on va avoir une méthode qui est assez systématique pour évaluer tous les risques si les paramètres venaient à être modifiés, à dépasser les limites acceptables et connues d'experts. Et de l'autre côté, on va avoir donc les moyens de prévention. Difficulté, hein, une des difficultés de cette méthode-là, ça va être de se limiter à des gens experts déjà dans leur domaine. Donc, on va restreindre beaucoup la participation aux opérateurs et gens directement concernés par les risques. Une méthode qui est dérivée de la méthode ASOP, donc c'est la méthode SWIFT, ou le what if. Donc c'est une méthode qui est beaucoup plus simple, qui ne nécessite pas forcément de procéder en continu, de paramètres véritablement à suivre, mais qui est basée sur la même idée de faire une matrice. Sauf que là, au lieu de se demander et s'il y en avait plus et s'il y en avait moins, on va se demander et si telle chose se passait, que se passerait-il si quelqu'un ou quelque chose pourrait-il, quelqu'un ou n'importe quoi pourrait-il faire quelque chose. Donc là, c'est véritablement par rapport à des dangers de se confronter à des hypothèses. Donc ça permet de stimuler l'équipe. Donc lors d'un brainstorming, c'est une solution qui peut être facilement utilisable et où les gens peuvent facilement s'y retrouver et qui ne s'adresse pas forcément qu'à des experts, mais on peut là s'adresser véritablement à tous les opérateurs et à tous les intervenants en général autour de ce procédé. Donc c'est une méthode qui est très simple, très facile et qui vient bien en complément du brainstorming.
Méthode suivante que vous avez tout à l'heure évoquée, Ishikawa, l'arête de poisson, vous l'appellerez comme vous voudrez. Mais c'est vrai que le nom retenu en général est la méthode d'Ishikawa. Donc on va pour un effet donné analyser différentes causes. En règle générale, on va suivre dans ces cas-là les règles du cinquième, le milieu, matière, main-d'œuvre, matériel et méthode. Certains aujourd'hui vont jusqu'à du huitième, mais je ne vais pas aller venir aujourd'hui. C'est pas une obligation non plus. On peut laisser libre totalement les arêtes de poisson. On peut y associer, tout à l'heure je voyais le 5 pourquoi. Moi je dirais déjà trois niveaux de pourquoi, c'est déjà pas mal. Essayer de remonter aux causes sources tout de même. Donc pour essayer de comprendre si quelque chose se passe, quelles en sont les causes et remonter trois fois pour retrouver vraiment la cause initiale et essayer de réduire au maximum ensuite leur action. On peut également, pour stimuler, utiliser le QQO-QCCP, donc de poser des questions en fait aux gens autour de la table, le qui, quoi, où, comment, quand, pourquoi, pour justement s'obliger à réfléchir, s'obliger à ouvrir les véritables causes des risques que l'on prend et éventuellement trouver des solutions, hein, parce que très souvent on va y associer des idées de solutions derrière chaque question. Accessoirement, c'est celui que je vous ai représenté. On va pouvoir également aussi recueillir les pourcentages. Il se peut que les gens sachent que telle chose, bah, ça se produit dans 50% des cas, dans 10%, dans 20%. Alors bien sûr, ce sera jamais quelque chose qui sera mesuré comme un indicateur, mais ça peut ensuite donner des approches. On verra après qu'il va falloir décider et prioriser le tout. Donc, on peut utiliser cet outil-là. On peut laisser lors d'un Ishikawa, on peut laisser également récupérer des informations en termes de pondération sur quelles sont les causes pour arriver à cet effet-là. Donc, un outil de plus que vous pourrez utiliser à l'avenir. Outil suivant, j'enchaîne. Une analyse par arbre d'événements. Alors en fait, on va avoir, là ici, c'est un cas, un cas précis dessus où on va avoir le croisement d'un train et d'une voiture. Et puis on va, grâce à cet outil-là, se projeter sur les événements qui en découlent. Donc, on va avoir, premièrement, est-ce que les barrières sont en place ou pas? Est-ce qu'elles s'abaissent? Ensuite, est-ce que le conducteur va arrêter sa voiture ou pas? Est-ce que le train va s'arrêter derrière? Et donc, à chacune de ces étapes, on va pouvoir déjà lister toutes les étapes, se mettre d'accord avec l'ensemble des personnes autour de la table sur les étapes et les conséquences d'un événement qui se sera produit, d'un événement initial, et on va pouvoir ensuite donner des probabilités, sachant que la probabilité en bas à droite, elle est de 1, bien évidemment, puisque c'est le principe, il faut que la somme soit égale à 1, mais on va pouvoir dire que dans 95%, la barrière fonctionne correctement, donc elle va descendre, que dans 5%, donc bien sûr, elle ne sera pas descendue, que dans 99% des cas, si la barrière est descendue, le conducteur va arrêter sa voiture et que le résultat à 94% sera un état sûr, c'est-à-dire que tout le monde est à l'arrêt, il ne se passe rien et le train peut passer. Voilà, et on va voir de la même manière une évaluation du risque si la barrière n'est pas descendue, que le conducteur s'arrête tout de même. Donc là, on dit une fois sur deux, il va s'arrêter malgré tout en voyant le train. Et voilà, et si le train, lui, ne s'arrête pas, ce qui est tout de même assez exceptionnel, matériellement, il n'en a pas le temps, on va se retrouver à droite avec donc des probabilités d'une manière assez, je dirais, assez facile à faire comprendre à tout le monde autour d'une table et on arrive facilement à un consensus sur ce type d'analyse par arbre d'événements, appelé accessoirement AAE, mais j'ai préféré vous le laisser en entier. Voilà. Donc ça permet
de partager et de se mettre d'accord sur des conséquences. On est là uniquement sur ce qui se passe après. On n'est pas du tout sur ce qui s'est passé avant, sur ce qu'il aurait fallu faire avant, sur le passage du permis de conduire, etc., sur les règles de sécurité, sur le train qui doit sonner, etc. Donc vous avez un autre outil en fait qui existe et qui est beaucoup plus complet. Alors bien sûr, comme il est plus complet, il est un petit peu plus long à aborder. Ça s'appelle le nœud papillon. Vous avez toujours au milieu donc l'événement central redouté. Alors je vais prendre un autre exemple pour tenter de me faire expliquer. Je vais prendre un incendie par exemple, un départ d'incendie. Donc on a un ECR, c'est comme ça qu'on va l'appeler, qui est l'incendie. Si on déroule le scénario avec les personnes, on aurait donc un événement redouté secondaire qui serait des personnes blessées par la suite. Et puis, on pourrait avoir des phénomènes dangereux qui se produisent, des intoxications, la panique, des gens qui se marchent dessus, voilà, dessus. Et puis, bah, des effets majeurs qui vont être des personnes blessées, que ce soit des blessures physiques ou une asphyxie. Voilà, donc on peut facilement, bien sûr, là j'ai pris qu'un seul élément secondaire, mais on pourrait très bien avoir plusieurs événements secondaires. Hein, c'est exactement la même chose que tout à l'heure avec un arbre d'événements sur la partie droite de l'écran. À la différence tout de même que dans ce nœud papillon, on va y ajouter les barrières de protection. Donc ici symbolisé en vert, où on peut rajouter des barrières de protection. Alors si je reprends le même exemple, l'événement redouté secondaire, on a dit que c'était donc des personnes blessées. Donc, pour éviter d'avoir en fait ça, on aura déjà mis en place des procédures d'évacuation, des guides et serre-fils, un éclairage lumineux pour les issues de secours. Voilà, donc on va avoir un certain nombre de barrières de protection pour éviter qu'un phénomène dangereux se produise. Et puis de la même manière, quand le phénomène dangereux se produit, on va reprendre l'intoxication ou des écrasements parce qu'il y a eu des gens tombés au sol. Et ben la barrière de protection, ça va être la mise en place de secouristes, donc des formations SST qui auraient été déjà mises en place, des trousses de secours, des procédures d'intervention connues et reconnues de tous, qui vont éviter ces effets majeurs. Donc on voit tout de suite, par rapport à un scénario d'événement, on voit le déroulé des événements, des conséquences que ça peut avoir et comment on a positionné nos barrières de protection. Toute cette partie-là, c'est la partie droite, c'est la partie arbre d'événements. Et on va avoir la partie gauche qui est la partie arbre de défaillance. Donc toujours dans le même cas, hein, l'événement central, c'était donc un départ d'incendie. Les événements initiateurs, il pouvait y en avoir un ou plusieurs, hein, un seul suffit en général pour faire un départ d'incendie. On pourrait avoir un feu d'origine électrique. On pourrait avoir, là je parlerai d'un cas que j'ai vécu personnellement, un feu de friteuse dans un restaurant d'entreprise, donc un produit hautement inflammable. Et puis donc, en amont de ça, vous avez des événements indésirables ou des événements courants. Donc les événements courants, ça peut être la vétusté du matériel électrique. Hein, il est ce qu'il est, le matériel électrique. Il a 10 ans, il a 15 ans, il a 20 ans. L'événement indésirable, ça peut être le changement du personnel en cuisine qui s'est plus ou moins... comment fonctionne le matériel. Voilà, donc là, après, c'est vraiment libre à toute personne et à tout scénario de voir quels sont les événements indésirables. Et de la même manière, vous allez pouvoir rajouter les barrières de prévention. On n'est plus dans les barrières de protection, mais dans les barrières de prévention. Qui vont être la mise en place d'extincteurs, la mise en place pour les événements, pour les contrôles électriques, donc des mesures de température des installations électriques pour vérifier s'il y a des points chauds dans les armoires électriques.
Ça va être la mise en place de couvertures à proximité d'une friteuse. Ça va être voilà, la formation du personnel, la formation les consignes et le règlement intérieur de présence dans le restaurant, etc., etc. Donc, vous voyez avec cet outil-là, on va beaucoup plus loin qu'avec l'outil précédent. Oui, thermographie infrarouge, merci, exactement ça. Il a l'inconvénient d'être un outil relativement lourd parce qu'il faut vraiment respecter chacune des étapes pour bien comprendre comment on part de cet événement qui est redouté et comment on va faire une analyse de risque de ce qui se passe après et de ce qui se passe avant, sachant que le but c'est vraiment d'éviter les accidents importants et les effets majeurs. Mais on peut voir assez facilement où sont positionnées les barrières de prévention. J'en ai mis d'ailleurs deux à un certain niveau. On peut avoir plusieurs barrières qui se succèdent et font en sorte que l'événement soit limité au maximum. Voilà cet outil très important. Un autre outil que l'on peut utiliser, ça va être le MBF, la maintenance basée sur la fiabilité. Alors là, vous avez un équipement. Alors typiquement, le MBF, ça va s'appliquer à des machines dessus qui peuvent devenir dangereuses si rien n'est fait. En fait, la machine va finir par devenir dangereuse. Donc là, ici, c'est un exemple d'une machine avec des transmetteurs de pression, des capteurs de vibration, des choses comme ça, sur lequel on va avoir des intervalles de défaillance régulières, donc de la maintenance à faire, bien évidemment. Si j'avais pu, je vous l'aurais fait sous une autre, avec un autre exemple, en fait, que je vais essayer de vous expliquer à l'oral. Ça va être tout simplement le risque routier avec votre voiture. Votre voiture est un danger, bien évidemment, et vous prenez toujours un risque quand vous montez à bord de votre voiture. Et votre voiture est, est constitué de pneumatiques, de systèmes de freinage, de systèmes de suspension sur lesquels vous allez avoir des défaillances si jamais vous ne faites pas de maintenance préventive. Donc vous allez avoir un intervalle de défaillance, vos plaquettes de frein, il va falloir les changer tous les X kilomètres. Vos amortisseurs tous les X kilomètres. Et puis, vous allez avoir un contrôle technique tous les 4 ans, tous les 2 ans par la suite, pour justement s'assurer que tout est bien en place. C'est exactement le système MBF, donc de maintenance basée sur la fiabilité. On se donne une limite de fiabilité aux équipements et donc ça permet de dire à partir du moment où on n'est plus en mesure de garantir cette fiabilité, une distance de freinage par exemple sur un véhicule automobile, eh bien on remplace les éléments, on remplace les plaquettes de frein, on remplace le système de suspension, on remplace les pneumatiques tout simplement. Voilà, donc ça c'est un outil qui est typiquement utilisé sur des machines. On avait tout à l'heure un outil sur des process. Là, on est beaucoup plus sur de la machine. On a vu depuis tout à l'heure énormément d'outils qui servaient soit à l'identification, donc à faire venir les idées sur les risques. On a vu beaucoup sur l'analyse, sur comment on faisait le déroulé de l'analyse de risque. Il nous reste encore quelques minutes pour voir les outils pour faire l'évaluation finale. Donc, le plus souvent, celui qu'on a vu utilisé dans le document unique, on a vu dans l'AMDEC également. Ça va être l'indice de risque qui va permettre en faisant une simple multiplication. Alors, je préfère dans ce cadre-là, pour beaucoup, avoir des indicateurs numériques et où une simple multiplication permet d'avoir un résultat. Donc, on va avoir une gravité notée de 1 à 16, on va avoir une probabilité notée de 1 à 5, pardon. Et on va simplement faire une multiplication et se définir un seuil de risque acceptable, un seuil de risque inacceptable et un seuil de risque indésirable. Alors, on est un petit peu dans l'entre-deux, mais ça permet en tout cas en termes de priorité d'être très clair et de pouvoir proposer un plan d'investissement ou un plan de transformation par rapport au risque qui est le plus certain et le plus catastrophique, donc le risque évalué à 80 par rapport à un risque improbable et insignifiant évalué à 1.
Alors, ça marche pas toujours. Il y a de temps en temps aussi certains qui font le choix. Alors, c'est lié aussi aux cultures d'entreprise de codification avec des lettres. Et on se retrouve avec des risques A, B, C, D, ou avec des risques RSS, RNS, des risques non significatifs, des risques significatifs. Je trouve que ça n'apporte pas d'aussi bonne clarté que cette simple multiplication. On peut avoir d'autres, hein, bien sûr, j'ai mis que occurrence, gravité, maîtrise. On pourrait avoir d'autres indicateurs qui soient multipliés. C'est au choix de l'entreprise. Une méthode qui en découle et qui est plutôt anglo-saxonne, mais qui peut s'entendre également, c'est la méthode ALARP, du risque le plus bas raisonnablement possible. On fait notre évaluation, on n'est pas forcément sur des critères numériques, là on peut avoir des notations A, B, C, D si on le souhaite. Et en fait, on définit un risque qui est acceptable dedans et donc tolérable, hein, toute la partie basse. On définit un risque qui ne peut être justifié, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Et puis, au milieu, entre les deux, en fait, on définit ce risque comme étant la zone ALARP. Alors, il n'y a pas de traduction en français ou d'anagramme qui existe sur la version française. Donc, c'est la meilleure pratique du moment, on va dire. C'est-à-dire qu'on tolère parce qu'on ne sait pas faire mieux, tout simplement. Donc, ça permet de classer et de pouvoir justifier de ce qui a été mis en œuvre et de ce qui ne sera pas mis en œuvre. Alors, bien sûr, il faut faire les bons paris, hein, mais je démarrais tout à l'heure en disant que le risque zéro n'existait pas. Bien évidemment, comme dernier outil et que vous n'avez pas cité, mais je suis sûr que vous le connaissez tous, donc je ne vais pas m'étendre dessus, ça va être le diagramme de Pareto qui permet de toucher les risques les plus importants. Donc une fois qu'on les a évalués avec un niveau inacceptable ou avec un niveau 80 comme je le présentais tout à l'heure, il suffit de faire un petit graphique pour le représenter et naturellement, on va commencer par agir sur les choses qui ont un impact le plus fort sur la réduction des risques. Voilà, cette présentation est terminée. Je n'ai pas voulu en mettre de trop.